Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la correction de l'activité qui parle de la gravitation universelle. On s'était arrêté ici la dernière fois. On avait présenté les différents documents de l'activité. Je vous avais demandé d'aller regarder les vidéos dont j'ai mis les liens dans l'activité qui parlent de la gravitation universelle. Donc avant de la corriger, bien entendu, on va faire quelques petits rappels des documents qu'on avait lus. Donc le premier document, il présente simplement ce que c'est que la théorie de la gravitation universelle qui a été édictée par Isaac Newton. D'accord, Isaac Newton qui est un grand scientifique du XVIIe siècle, pardon, qui dans un de ses livres a expliqué que tous les corps s'attiraient entre eux. D'accord, et que c'était une force qui agissait dans tout l'univers, que ces corps qu'ils s'attiraient entre eux à distance. D'accord, et il appelait ça la gravitation universelle. Donc la Terre et la Lune s'attirent, moi et mon ordinateur on s'attire, vous et votre ordinateur aussi vous vous attirez l'un et l'autre, etc., etc. C'est une force qui agit entre deux corps qui possèdent une masse, d'accord, c'est-à-dire deux corps qui sont constitués de matière. Voilà. Donc c'est à peu près ce que dit le premier document, tous les corps s'attirent dans l'univers. Voilà. Le deuxième document, c'était une vidéo dans laquelle on vous expliquait que les corps s'attiraient en fonction de leur masse, mais aussi en fonction de leur distance. Par exemple, si j'ai deux objets séparés d'une distance, on va dire de 10 cm, mais qui n'ont pas des masses très grandes, alors ils vont pas s'attirer très fortement. Par contre, si mes deux objets ont des masses beaucoup plus grandes, donc s'ils sont constitués de beaucoup plus de matière, de beaucoup plus d'atomes, d'accord, ils vont s'attirer plus fort, d'accord. Et il expliquait aussi que plus deux objets étaient loin l'un de l'autre, et moins ils s'attiraient fort. Alors que si on a deux objets qui sont très proches l'un de l'autre, alors ils vont s'attirer plus fort, d'accord. Donc la gravitation universelle va dépendre à la fois de la masse des objets, donc de combien de kilogrammes, oui, la mesure de leur masse, quoi, en kilogrammes, mais va aussi dépendre de la distance qui sépare ces deux objets-là. Voilà. Dans le document 3, on l'avait vu aussi la semaine dernière, c'était le logiciel de simulation de la gravitation. Et dans le document 4, vous aviez un exemple avec deux objets du quotidien, donc la trousse et le stylo, et donc la formule juste en dessous qui vous permettait de calculer la force de gravitation universelle qui agit entre deux objets. Alors là on a pris l'exemple de la trousse et du stylo, mais on aurait pu prendre deux autres objets, hein, n'importe lesquels, le soleil et la terre, ou alors un ballon de basket avec un ballon de foot, enfin peu importe, d'accord. C'est cette formule là, d'accord, qui va nous donner la valeur de la force qui attire les deux objets dont on parle, d'accord. Voilà. Donc, on va commencer la correction avec la première question. Donc la première question, qu'est-ce que la gravitation? Alors la gravitation, c'est pas très compliqué, on l'a dit. Hop, correction. Donc première question, qu'est-ce que la gravitation? La gravitation, c'est la force... Pardon. C'est la force d'attraction qui agit entre tous les objets qui possèdent une masse. Voilà, d'accord. Qu'est-ce que la gravitation? La gravitation est la force d'attraction. Attraction, ça veut dire que c'est une force qui attire, hein, d'accord. La gravité, c'est pas une force qui repousse, c'est une force qui attire. Quand je lâche mon stylo, d'accord, mon stylo, il va tomber parce qu'il est attiré par la Terre. Si la gravité est une force de répulsion, c'est-à-dire que c'est une force qui repousse, si je lâchais mon stylo partirait dans l'autre sens, il serait repoussé par la Terre. Non, la gravité c'est bien une force d'attraction, et elle est toujours attractive, la gravité, hein, d'accord. Donc la gravitation est la force d'attraction, qu'est-ce que je voulais écrire après? La gravité est la force d'attraction qui agit à distance entre deux objets. Voilà, entre deux objets. Voilà, d'accord. Question numéro 2. Pourquoi qualifie-t-on la gravitation d'universelle? Eh bien, universelle, ça veut dire que elle agit dans tout l'univers. D'accord. La gravitation, on dit qu'elle est universelle parce que c'est une force qui agit dans tout l'univers, sur tous les objets, et on suppose tout le temps. D'accord. À toutes les périodes de l'univers, la gravitation existait. En tout cas, on le suppose. Donc,
on la qualifie d'universelle. Car elle agit sur tous les objets, de l'univers. Alors quand je dis objet, c'est la même chose que quand je dis corps, c'est-à-dire un objet ça peut être une planète, ça peut être une galaxie, ça peut être tout ça, d'accord, hein. Quand je dis objet, c'est pas l'objet au sens des objets du quotidien, c'est au sens un corps, d'accord. Donc elle agit sur tous les objets ou tous les corps, si vous préférez, de l'univers, virgule, dans tout l'univers, l'univers, et de tout temps, d'accord, c'est-à-dire tout le temps en fait, hein. Elle agit tout le temps. Il n'y a pas un moment donné où la gravité s'arrête, hein. Elle agit tout le temps, voilà, et de tout temps. Question 3. Explique pourquoi la Lune ne s'écrase pas sur Terre alors qu'une pomme oui. Alors ça c'était la petite expérience qu'on avait fait sur le petit logiciel d'animation la semaine dernière où on avait lancé une pomme, on avait fait chuter une pomme sur la Terre et on avait vu qu'elle tombait directement. Puis après si on l'avait lancée avec un petit peu de vitesse, on avait vu qu'elle tombait mais un peu plus loin. Puis si on la lançait encore avec plus de vitesse, elle retombait sur Terre mais encore plus loin. Et au bout d'un moment si on la lançait avec assez de vitesse, parallèlement au sol, hein, parallèlement au sol de la Terre, et ben elle commence à tourner autour de la Terre et à se mettre en orbite et à ne plus jamais retomber sur Terre. D'accord? Donc si la Lune ne tombe pas sur Terre, ne s'écrase pas sur Terre, c'est parce qu'elle a une vitesse parallèle au sol de la Terre suffisamment grande pour se mettre en orbite autour de la Terre. D'accord? Donc on va l'écrire ça. Si la Lune ne s'écrase pas sur la Terre, si la Lune ne s'écrase pas sur la Terre, virgule, c'est parce qu'elle a une vitesse, c'est parce qu'elle a une vitesse assez grande par rapport au sol de la Terre. D'accord, assez grande par rapport au sol de la Terre, pour que sa trajectoire devienne une orbite. Voilà. Alors que la pomme, si je la lâche, elle n'a pas assez de vitesse par rapport au sol pour se mettre en orbite. D'accord? Même si je la lance très fort pour qu'elle ait une certaine vitesse, je ne vais jamais arriver à la lancer assez fort pour qu'elle se mette à tourner autour de la Terre. On pourrait faire le calcul d'ailleurs, hein. À quelle vitesse est-ce qu'il faudrait que je lance une pomme assez fort pour pouvoir la mettre en orbite autour de la Terre. D'accord? Voilà. Voilà, donc finalement, la trajectoire de la Lune autour de la Terre suit la courbure de la Terre. D'accord? C'est pour ça qu'elle ne touchera jamais la surface de la Terre, c'est parce que sa trajectoire suit la courbure de la surface de la Terre. D'accord? Voilà. Ensuite, quatrième question. Comment évolue la valeur des forces de gravitation lorsque la masse des objets augmente, lorsque la distance entre les objets augmente? Bon, ça on l'a dit juste avant. Lorsque la masse des objets augmente, lorsque la masse des objets qui s'attirent augmente, virgule, alors la force de gravitation entre ces deux objets augmente. Pour la distance maintenant, lorsque la distance entre les objets qui s'attirent
augmente, virgule, alors la force de gravitation entre ces deux objets diminue. Voilà, d'accord? Donc il y a deux choses qui influencent la gravitation, à la fois la masse des deux objets qui s'attirent, plus leur masse est grande et plus ils vont s'attirer fortement, et aussi la distance entre les deux objets. Plus les objets sont éloignés l'un de l'autre, moins ils vont s'attirer fort. Et au contraire, plus les objets sont rapprochés les uns des autres, plus ils vont s'attirer fort. C'est un petit peu comme des aimants. Hein. Quand vous écartez des aimants assez loin, bah, vous ne ressentez pas qu'ils s'attirent par exemple. Mais quand vous les rapprochez, plus vous les rapprochez, et là, plus vous sentez qu'ils s'attirent. D'accord? C'est un petit peu pareil que pour la gravité, les aimants à la gravité. D'accord? Voilà. Ensuite, question 5, on va passer cette fois-ci à une question de calcul. Donc, question numéro 5. En utilisant les données ci-dessous, montre que la valeur des forces de gravitation entre la trousse et la Terre est environ égale à 2 newtons. D'accord? Donc on nous donne plein de données ici, la masse de la trousse, la masse du stylo, la masse de la Terre, la distance entre le stylo et la trousse, la distance entre la Terre et la trousse, et le grand G ici qui est la constante gravitationnelle. Il nous donne sa valeur à côté. Donc là, on n'a pas besoin de toutes ces données-là, bien entendu, pour faire la question 5. On nous demande de calculer la force de gravitation entre la trousse et la Terre. Donc on aura besoin des valeurs qui se rapportent à la trousse, donc la masse de la trousse, et les valeurs qui se rapportent à la Terre, c'est-à-dire la masse de la Terre. Et bien entendu, il faudra aussi la distance entre la Terre et la trousse. Parce que je vous rappelle que dans la formule qui permet de calculer la gravitation universelle, hop, elle est là, voilà, il faut la masse des deux objets donc, qui s'attirent, donc nous ce sera la trousse et la Terre, et il faut aussi ici en bas la distance, alors attendez parce que vous ne le voyez pas, voilà, tac, non, c'est pas ça, c'est ça, voilà. Donc je reprends. Dans la formule là ici qui permet de calculer la force qui s'attire entre deux objets, il nous faut bien entendu la masse des deux objets. Donc nous ce sera la masse de la trousse et la masse de la Terre, et non pas la masse du stylo ici pour l'exemple avec le stylo. Et il nous faudra aussi bien entendu la distance entre les deux objets, donc la distance entre la trousse et la distance entre la Terre. D'accord? Alors, quand je dis distance entre les deux objets, c'est-à-dire entre la trousse et la Terre, c'est pas entre la distance entre la trousse et la surface de la Terre, non. Vu qu'on parle de gravitation, c'est la distance entre la trousse et le centre de gravité de la Terre. En fait, c'est la distance entre les deux centres de gravité. D'accord? Le centre de gravité de la Terre, ben, c'est le centre de la Terre. D'accord? Et le grand G, bien entendu, j'ai oublié la constante de gravitation, il faudra aussi l'utiliser. Voilà. Donc on va répondre à la question. Question 5, voilà. Donc, question 5. On utilise la formule de la gravitation universelle de points. Donc la force, on a dit, de gravitation entre la Terre et la trousse. Donc force Terre trousse. D'accord. La force de la Terre sur la trousse, qui est aussi égale à la force de la trousse sur la Terre. D'accord, c'est les deux mêmes. Elle est égale donc à la formule grand G multiplié par la masse de la trousse fois la masse de la Terre et divisé par la distance entre la trousse et la Terre. Voilà, d'accord. Et là on remplace. Donc, alors je vais me remettre ici. Donc, force égale. Donc le grand G, c'est 6,67 fois 10 puissance moins 11. Voilà, ça c'est grand G. Là, je vais mettre bas, grand G, voilà. Multiplié par... donc on a dit la masse de la trousse qui est égale à 0,2 kg. Multiplié par la masse de la Terre qui est égale à 5,97 fois 10 puissance 24 kg.
divisé par la distance entre le centre de gravité de la trousse et le centre de gravité de la Terre, c'est-à-dire ici, je l'ai directement marqué dans les données, 6,4 fois 10 puissance 6 mètres. D'accord? Donc quand on fait ce calcul-là à la calculatrice, je vais le faire ici. Alors je ne sais pas si vous voyez, non, on n'est rien du tout. Je fais ça. Voilà, on ne voit rien. Bon, je vais le faire de mon côté, je vous montrerai à la caméra, peut-être qu'à la caméra de l'ordinateur on verra mieux. Donc, 6,67 fois 10 exposant moins 11 fois 0,2 fois 5,97 fois 10 exposant 24. Voilà. Je me suis trompé vite. 6,67 fois 10 exposant moins 11 multiplié par 0,2 multiplié par 5,97 fois 10 exposant 24 divisé par 6,4 fois 10 exposant 6 et je trouve un résultat de là. Voilà, attendez. Alors oui, j'ai fait une bêtise dans la formule ici, c'est la distance bien entendu au carré, ici, distance au carré, d'accord? Donc là le 6,4 fois 10 puissance 6, il faut le mettre au carré. Voilà, c'est là où j'ai fait mon erreur dans mon calcul, donc je le reprends. Voilà, donc en faisant le calcul, je trouve un résultat égal à 1,9 newton. C'est une force, donc bien entendu, c'est en newton, hein, d'accord? 1,9 newton. Voilà. Et nous, on nous demandait de montrer que c'était environ égal à 2 newtons, la force entre la trousse et la Terre. Donc voilà, c'est bien ce qu'on trouve, 1,9 newton. D'accord? Voilà. Je vais faire une petite parenthèse ici, parce que je vous ai déjà dit que la force de gravitation, c'était la même chose que le poids, lorsque l'objet est posé à sa surface. Si je fais le même calcul, cette fois-ci en calculant le poids de la trousse. Pour calculer le poids de la trousse, P égale M fois G. D'accord? Ça, c'était la formule pour calculer le poids. Donc, c'est la masse de la trousse multipliée par le G de la Terre. Parce que là, on se trouve sur la Terre. D'accord? La gravité de la Terre. Donc, si je fais le calcul, P égale à 0,2 kg pour la masse de la trousse, comme tout à l'heure. Multiplié par le G de la Terre, c'est 9,8. D'accord? Si je fais 0,2 fois 9,8, qu'est-ce que je trouve? Je trouve à peu près égal à 1,9 newton. Je trouve le même résultat ici en calculant le poids de la trousse qu'en calculant la force de gravitation qui s'exerce sur la trousse. D'accord? Entre la trousse et la Terre. Ok? Donc en fait, la formule P égale mg, c'est une simplification de la formule F est égal à grand G fois masse de la trousse fois masse de la Terre divisé par la distance au carré. Si vous regardez bien, en fait, alors c'est assez compliqué à voir, mais dans P égale mg, on a bien entendu le m de la trousse et on a le petit g de la Terre. Et en fait, ce petit g de la Terre, il correspond à tout ça dans la formule de la gravitation. À tout ce que je viens d'entourer, en fait. Tout ce que je viens d'entourer, en fait, ça correspond au petit g de la Terre. Ce qui fait que quand je refais le calcul, F est égal à petit g, qui vaut tout ça, multiplié par la masse de la trousse. Et là, je retrouve la formule P égale M fois G. D'accord? Vous reverrez ça au lycée. Hein. D'accord? Le petit g, en fait, dans la formule P égale M fois petit g, le petit g de cette formule-là, en fait, elle correspond au grand G fois la masse de la Terre divisé par la distance au carré entre la trousse et la Terre ici. Et le petit m de la trousse, ça correspond au petit m de la trousse qui est là. Voilà. P égale mg, c'est la formule facile, on va dire, à retenir, mais on ne peut l'appliquer que si on connaît, bien entendu, le petit g de la planète sur laquelle on se trouve. D'accord? Et que si on est à la surface de cette planète-là. Je ne peux pas utiliser cette formule-là, P égale m fois g, entre la Terre et la Lune. Parce que la Terre et la Lune ne se trouvent pas l'un sur la surface de l'autre, en fait. Hein, ils sont éloignés. Donc comme elles sont éloignées, je n'ai pas accès au petit g entre la Terre et la Lune, en fait.
il faudra que je fasse le calcul complet. Donc il faudra que j'utilise ça. Mais ça, c'est plus facile à faire, mais il faut connaître la gravité de la planète ou de la Lune sur laquelle on se trouve en fait. Voilà. Et on pourra utiliser cette formule-là qui est plus simple. Voilà. D'accord? C'est juste une petite parenthèse pour vous montrer qu'en fait ces deux formules-là, en fait, c'est un peu les mêmes. Allez, question 6 cette fois-ci. Montre que la valeur des forces de gravitation s'exerçant entre la trousse et le stylo est égale à 5,34 fois 10 puissance moins 13 newtons. Bah là, c'est comme tout à l'heure, enfin comme ce qu'on vient de faire. On va cette fois-ci appliquer la formule de la gravitation ici, mais cette fois-ci entre la trousse et le stylo. D'accord? Donc il nous faudra la masse de la trousse, la masse du stylo et la distance qui sépare le centre de gravité de la trousse du centre de gravité du stylo. D'accord? Donc c'est facile, on utilise la formule mathématique. Deux points. Donc la force de la trousse sur le stylo est égale bien entendu à la force du stylo sur la trousse, ça ne change jamais, voilà, qui est égale toujours au grand G, qui est la constante de gravitation, multiplié par la masse de la trousse, multiplié par la masse du stylo, et divisé par la distance entre la trousse et le stylo, et là je ne l'oublie pas, au carré. Voilà, d'accord? Je remplace tout ça par les chiffres que ça vaut, donc F est égal à grand G, on avait dit 6,67 fois 10 puissance moins 11, multiplié par la masse de la trousse, bah, j'ai déjà oublié, zut, masse de la trousse. Alors la masse de la trousse, elle vaut 0,2 kg, 0,2 kg, voilà, multiplié par la masse du stylo qui vaut 0,01 kg, d'accord, et je divise par la distance entre la trousse et le stylo qui là est de 0,5 m, donc 50 cm. 0,5 m. Attention, je mets bien entendu 0,5 m au carré. Hein, d'accord? Bon, pas besoin de les mettre les parenthèses, je sais pas pourquoi j'ai mis une parenthèse, mais bon, peu importe. 0,5 m au carré. Donc quand on fait ce calcul là, je vais le faire tout de suite. 67 fois 10 exposant moins 11 multiplié par 0,2 fois 0,01. Là, divisé par 0,5 au carré. On trouve un résultat. Et là, 5,3 fois 10 exposant moins 13 newtons. D'accord? 5,3 fois 10 puissance moins 13 newtons. Ok? 10 puissance moins 13, c'est très petit. Hein. D'accord? 10 puissance moins 13, c'est très petit. Si je devais l'écrire en toutes lettres, ça ferait... Alors... Voilà. Si j'ai bien compté le nombre de zéros, ça fait ce chiffre-là. D'accord? Donc ça fait 0,0001. Voilà. Il y a 13 zéros, 53 newtons. D'accord? Donc c'est minuscule. La force qui agit entre un stylo et une trousse, qui sont éloignés de 50 cm, d'accord, l'un de l'autre. Non, 50 cm, c'est un peu plus grand que ça quand même. Un demi-mètre, ça doit faire quelque chose comme ça, 50 cm à peu près. D'accord? Et bien elle est égale à 5,3 fois 10 puissance moins 13 newtons. C'est ridiculement petit. D'accord? Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne voit pas, hein, qu'on ne voit pas la trousse et le stylo se rapprocher, entre autres, en plus des forces de frottement, bien entendu. Parce que votre stylo et votre trousse sont posés sur une table, et bien entendu la table frotte. Hein. Si jamais vous faites rouler je sais pas moi, si vous poussez votre trousse sur votre table, à un moment donné votre trousse elle va s'arrêter. Et si elle s'arrête, c'est parce que il y a un frottement entre la table et la trousse. D'accord? Et ce frottement là ralentit la vitesse de la trousse jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Donc il y a aussi les frottements qui rentrent en jeu et qui empêchent justement ces deux objets de s'attirer. Okay? En plus du fait que la force entre les deux objets est très faible. D'accord? Donc question... Eh ben voilà, c'est pour ça. Question 7, c'était ça. Déduisant pourquoi la trousse et le stylo ne s'attirent pas.
enfin, ils s'attirent bien entendu, hein, mais ils ne se déplacent pas l'un vers l'autre alors qu'ils s'attirent. Ben, on vient de le dire. Si le stylo et la trousse, ne se déplacent pas l'un vers l'autre, si le stylo et la trousse ne se déplacent pas l'un vers l'autre alors qu'ils s'attirent, c'est à cause des forces de frottement qui agissent entre la table et ces deux objets. D'accord? Voilà. Si jamais on n'avait pas eu de table, si jamais par exemple le stylo et la trousse avaient été dans l'espace, donc dans le vide, il n'y a pas d'air, loin des planètes, loin des lunes, etc. Si on avait mis le stylo et la trousse à 50 cm l'un de l'autre dans l'espace, bien entendu ils s'attirent toujours, mais là on aurait pu mesurer qu'ils se déplaçaient l'un vers l'autre. Alors comme la force est excessivement faible, d'accord, elle est vraiment très petite, ils auraient mis énormément de temps pour se rejoindre l'un et l'autre, hein, d'accord. On ne peut pas voir à l'œil nu le déplacement de la trousse vers le stylo, parce que justement les forces de gravité entre la trousse et le stylo sont excessivement faibles, parce que leur masse est très petite, et donc enfin très petite. Oui, elles sont trop petites pour qu'on puisse voir que la gravité exerce... Comment dire? Elles sont trop petites pour qu'on puisse voir les effets de la gravité entre ces deux objets-là. D'accord? Donc, au bout d'un temps très long, on aurait pu voir, si on avait pris une photo au départ et peut-être une photo 1000 ans plus tard, on aurait peut-être pu voir un petit rapprochement entre le stylo et la trousse, entre ces deux objets-là. D'accord? Mais enfin voilà. Mais sur Terre, c'est pas possible parce que justement, vous avez les forces de frottement entre la trousse et le stylo qui sont posées sur une table, qui empêchent justement ce rapprochement. Même au bout de 1 million d'années, ils resteront toujours à leur place parce que les forces de frottement les empêchent de se rapprocher. Voilà. Bon, j'ai fini donc du coup de corriger cette activité-là. N'hésitez pas à poser des questions si vous n'avez pas compris. Et on va passer rapidement à la suite de la leçon. Donc on va changer de leçon, on va changer de thème. On va parler un petit peu des énergies, des formes d'énergie. On en a un petit peu parlé en début d'année avec le sur la perche, enfin on en reparlera juste après. Et puis voilà. Allez, à tout de suite. Allez, donc on se retrouve après la correction des exercices sur la gravitation universelle avec un nouveau thème, une nouvelle leçon. Où on va parler un petit peu des énergies, des différentes formes d'énergie et de ses conversions. D'accord ? Donc chapitre 1, étude de l'énergie au cours du mouvement. Normalement on devrait rester sur ce chapitre là, enfin sur ce thème là jusqu'à la fin de l'année. Il faudra peut-être un petit peu d'électricité si on a le temps à la fin. Enfin en tout cas revenir sur les notions qui ont déjà été vues en 4e en électricité. Donc alors, mais pour l'instant on est sur l'énergie. Donc chapitre 1, étude de l'énergie au cours du mouvement. Et on va commencer par une première définition de l'énergie. D'accord ? Donc définition, on dit qu'un corps possède de l'énergie s'il peut agir sur lui-même ou sur un autre corps. Dans cette définition, agir signifie qu'il peut provoquer des modifications soit de forme, de trajectoire, de vitesse, de position, de température, de pression, d'état électrique, de composition chimique, etc. D'accord ? Donc, un objet possède de l'énergie s'il est capable d'agir, c'est-à-dire de transformer soit lui-même, soit les propriétés d'autres corps. D'accord ? S'il est capable de changer la forme d'un autre corps ou sa forme à lui, s'il est capable de modifier la trajectoire d'un objet en mouvement ou sa propre trajectoire, de modifier sa vitesse, sa position, sa température, etc. Alors, s'il est capable de modifier tout ça, ou enfin tout ça, quand je dis tout ça, je veux dire, ça peut être une de ces choses-là parmi toute la liste là, et ben ça veut dire qu'il possédait de l'énergie. D'accord ? L'énergie, c'est assez difficile à appréhender, ça ne se voit pas, c'est invisible en fait l'énergie. On peut simplement savoir qu'un objet a de l'énergie que s'il est capable de se transformer lui-même ou de transformer un autre objet
ou en tout cas de modifier les propriétés de lui-même ou d'un autre objet. D'accord? Voilà. Et on va commencer par une forme d'énergie que vous connaissez déjà, parce qu'on en a parlé, si vous vous rappelez, en tout début d'année avec la première activité sur le mouvement, c'est l'énergie cinétique. Je vous rappelle, on avait parlé un petit peu d'énergie cinétique lorsqu'on avait fait l'activité avec le perchiste. Le perchiste qui est bien entendu, donc qui fait du saut à la perche, et qui doit sauter par-dessus une barre, et pour sauter par-dessus la barre, il doit courir avec sa perche, planter la perche, tirer sur la perche pour pouvoir s'élever en hauteur, et ensuite retomber après être passé par-dessus la barre, d'accord? Et bien l'énergie cinétique, on l'avait appelée l'énergie de mouvement en fait, c'est l'énergie que possède un objet lorsqu'il bouge, lorsqu'il est en mouvement, lorsqu'il a une vitesse, d'accord? Donc tout objet qui possède une vitesse, tout objet qui bouge, possède une énergie cinétique, d'accord? Cette énergie cinétique, on peut la voir, entre guillemets, hein, je rappelle, on ne peut pas vraiment voir avec nos yeux l'énergie cinétique, en fait on ne peut voir que les manifestations de l'énergie cinétique par justement les déformations qu'il peut provoquer lorsque un objet, par exemple, quand vous avez une voiture qui rentre, on va voir une vidéo après de crash test par exemple, quand vous avez une voiture qui roule et qui rentre dans un mur, elle va se déformer la voiture, d'accord? Si elle va très vite, quand elle tape dans le mur, elle va se déformer très fortement, si elle va pas très vite, elle va se déformer un petit peu, d'accord? Et ça va dépendre justement de l'énergie qu'elle a, de l'énergie qu'elle possède. Donc on peut savoir si elle possède beaucoup d'énergie ou pas beaucoup d'énergie en regardant si elle va se déformer beaucoup ou pas beaucoup au moment de l'impact. D'accord? Du coup, je vais m'arrêter ici et je vais vous montrer directement la première vidéo. Donc, alors attendez, que... Voilà, donc là vous allez voir une collision frontale à 14 km/h entre la voiture et le mur. Donc on voit qu'elle ne va pas très vite, donc elle n'a pas beaucoup d'énergie cinétique, et on peut le remarquer avec justement la déformation qu'il y a eu au moment de l'impact. Elle s'est déformée un tout petit peu, d'accord? Donc elle n'avait pas beaucoup d'énergie cinétique. 2 fois plus rapide cette fois-ci la voiture, voilà, on voit que déjà à 28 km/h, la déformation est plus grande, donc ça montre bien qu'elle avait plus d'énergie cinétique. D'ailleurs on le voyait aussi à sa vitesse, hein. Donc 28 km/h, 2 fois plus, enfin non, un peu moins de 2 fois plus rapide, 42 km/h. Donc là vous voyez que déjà ça commence à être un petit peu plus costaud, on va dire. Les déformations sont très grandes, mais vous voyez que l'airbag s'est déclenché, d'accord? Voilà. Ensuite une vitesse 2 fois plus rapide. Voilà, 84 km/h. Donc là on voit très bien que l'énergie est beaucoup plus grande, l'énergie de la voiture, l'énergie cinétique est beaucoup plus grande. Là, tout l'avant de la voiture est écrasé. D'ailleurs les roues arrière se soulèvent dû à la force de l'impact, d'accord? Et enfin 112 km/h. Donc là vous voyez que là ça pardonne pas. L'avant est complètement enfoncé et la voiture se soulève très largement. D'accord, donc vous voyez bien qu'au fur et à mesure que la vitesse de la voiture augmente, son énergie augmente aussi, son énergie cinétique augmente. Et son énergie est libérée au moment de l'impact dans la déformation de la voiture. D'accord? Donc petit comparatif entre... Oula, attendez. Donc là vous allez voir un petit comparatif entre deux voitures. Enfin c'est la même voiture, à chaque fois c'est la même voiture que vous avez vu, c'est une Renault Laguna. Donc c'est toujours la même voiture, donc elle a toujours la même masse. Mais des vitesses différentes. Et on voit que plus la vitesse augmente et plus son énergie est grande. Et donc plus les déformations qui lui arrivent au moment du choc sont importantes. Là ce que vous allez voir c'est un petit comparatif rapide entre toujours la même Renault Laguna, toujours le même modèle de voiture, une qui va à 56 km/h et une autre qui va à 112 km/h. Donc le double de vitesse. Donc vous allez voir les dégâts. La question c'est est-ce que les dégâts sont doublés lorsque je double la vitesse? Autrement dit, est-ce que l'énergie de ma voiture est multipliée par 2 lorsque je multiplie par 2 la vitesse? On pourrait penser que oui. On va regarder rapidement la vidéo et vous allez essayer de voir si vraiment lorsque je double l'énergie, je double la vitesse, pardon, est-ce que je double l'énergie de la voiture? Donc 56 km/h en haut, 112 km/h en bas, donc c'est 2 fois plus vite en bas qu'en haut. Donc est-ce que l'énergie de la voiture qui est en bas est 2 fois plus grande que l'énergie de la voiture qui est en haut? C'est à vous de juger. Moi je trouve que pas du tout.
Voilà. Et on verra après. Donc je vous repasse la vidéo, voilà. On voit bien que la voiture du haut, enfin en tout cas que la voiture du bas, n'a pas 2 fois plus de dégâts que la voiture du haut. Elle a beaucoup plus de dégâts que 2 fois plus que celle qui est en haut. Hein. D'accord? Voilà. Alors, on va passer à l'activité sur l'énergie cinétique. Vous allez voir que ça reprend un petit peu les vidéos qu'on a vues. Donc rapidement ici, l'activité énergie cinétique, donc les objectifs de l'activité, ça va être de déterminer et de comprendre le lien qu'il y a entre énergie cinétique, vitesse et masse. Pour l'instant, on a vu un petit peu le lien qu'il y avait entre énergie cinétique et vitesse. Vous voyez, on a vu que plus la vitesse de la voiture était grande, plus la vitesse d'un objet est grande, et plus l'énergie cinétique que possède l'objet est grande. Et donc plus la déformation sera grande. Donc document 1, c'est le crash test, c'est des petites vidéos qu'on a déjà vues. Un crash test est une expérience réalisée en laboratoire afin de tester le comportement des véhicules en cas de choc et de collision. Le véhicule testé est projeté à différentes vitesses sur un obstacle massif, donc l'obstacle, lui, ne doit pas bouger justement, de façon à reconstituer les conditions d'un choc et de mesurer les déformations de sa structure et les dommages résultant pour les passagers. Là, on fait un crash test, surtout pour les passagers, hein, d'accord, c'est pas vraiment pour les voitures, c'est surtout pour voir si le passager qui est à l'intérieur pourra survivre un petit peu aux blessures, d'accord. Donc voilà, les passagers bien entendu qui sont souvent représentés par des mannequins. Donc les dégâts occasionnés à la voiture sont directement liés à son énergie de mouvement, aussi appelée énergie cinétique. Autrement dit, les déformations, les dégâts de la voiture sont, enfin c'est même pas autrement dit, je répète ce qui est écrit, les dégâts occasionnés à la voiture sont directement liés à son énergie de mouvement, aussi appelée énergie cinétique. Et cette énergie cinétique est elle-même liée à la vitesse de la voiture. Ça, c'est ce qu'on a dit depuis le début. Plus la vitesse de la voiture est grande, et plus son énergie cinétique est grande. D'accord? Donc, trois petites photos. La première photo où la vitesse de la voiture est à 28 km/h, celle où elle est à 56 km/h, et celle où elle est à 112 km/h. D'accord? Donc, la deuxième et la troisième photo, c'est ce que vous avez vu dans la dernière vidéo. Voilà. Deuxième document, l'orgue de Casadei. Donc, je vous lis le document, après je vous explique un petit peu plus. Je vais donner quelques petites précisions. Nelson Casadei, ingénieur en sécurité routière chez Renault, a cherché à illustrer les effets de la vitesse lors d'un choc. En lançant un projectile sur des tubes métalliques identiques, il a étudié leur déformation en fonction de la vitesse du projectile. En plaçant côte à côte les tubes déformés en fonction de la vitesse du projectile, il a obtenu un orgue qui porte aujourd'hui son nom. D'accord? Un orgue, alors un orgue, pour ceux qui ne savent pas, c'est un espèce d'instrument de musique avec des tubes qui sortent comme ça, là. Et ces tubes, ils ont des tailles différentes, en fait, ils ont des hauteurs différentes. C'est pour ça qu'on appelle, si vous regardez l'image à gauche, ça ressemble à un orgue. C'est pour ça qu'on appelle ça un orgue. Mais c'est pas du tout un instrument de musique là, hein, d'accord? Là, c'est simplement des tubes de fer qui ont été raccourcis, qui ont été déformés parce qu'on a lancé un projectile dessus, à différentes vitesses. Et bien entendu, vous comprenez bien que plus je lance le projectile rapidement dessus, et plus la déformation du tube va être grande. D'ailleurs, si vous regardez bien la déformation ici, elle est comptée entre l'endroit où le tube n'a rien, on va dire ça comme ça, lorsque le tube n'a pas de déformation, et on arrête de compter les centimètres au niveau de la fin de la déformation ici, d'accord, à chaque fois. Ok. Donc, le tableau suivant montre la déformation des tubes en fonction de la vitesse des projectiles. Donc vous avez un tableau avec 3 lignes et plusieurs colonnes, d'accord, 1, 2, 3, 4, 5 colonnes, 6 colonnes en comptant la colonne où il y a écrit les entrées. Alors, donc la première entrée ici, première ligne, c'est la déformation en centimètres. La deuxième entrée, c'est la vitesse du projectile. Donc comment est-ce qu'il faut lire ce tableau-là? Eh bien, on regarde la vitesse du projectile. Par exemple, la première colonne, on voit que lorsque la vitesse du projectile est égale à 0 m par seconde, alors la déformation du tube est égale à 0 cm. Bien entendu, hein, si la vitesse du projectile est égale à 0 m par seconde, ça veut dire que le projectile, il avance pas. Donc s'il avance pas, il ne peut pas déformer le tube, parce qu'il ne lui rentrera pas dedans, bien entendu. Hein. Ensuite, lorsque la vitesse du projectile est égale à 5 m par seconde, on voit que la déformation du tube est de 2 cm. C'est-à-dire que le tube, il s'est raccourci, il s'est écrasé de 2 cm. D'accord? Enfin, lorsque la vitesse du projectile est de... Puis, lorsque la vitesse du projectile est de 10 mètres par seconde, on voit que la déformation du tube est de 8 cm. On voit qu'en passant de la deuxième à la troisième colonne, on a multiplié la vitesse par 2. Vous voyez que lorsque le projectile a une vitesse de 10 mètres par seconde, il va du coup 2 fois plus vite que lorsqu'il a une vitesse de 5 mètres par seconde. Et on voit que la déformation du tube, lorsque le projectile avance à 10 mètres par seconde, elle n'est pas, elle,
2 fois plus grande que la déformation du tube lorsque la vitesse du projectile est de 5 mètres par seconde. On aurait pu penser que si ma voiture va 2 fois plus vite, ou mon projectile va 2 fois plus vite, alors le tube se raccourcirait de manière 2 fois plus importante. D'accord? Mais on voit que c'est pas le cas en fait. On voit que si mon projectile va 2 fois plus vite, bah, la déformation du tube, elle passe de 2 cm à 8 cm. Je vous laisse calculer de combien de fois ça le fait. De combien de fois 8 est plus grand que 2. D'accord? Encore une fois, lorsque je multiplie par 2 la vitesse ici, quand je passe de 10 mètres par seconde à 20 mètres par seconde, la déformation du tube passe de 8 cm à 32 cm. Donc là encore, on multiplie par 2 la vitesse, mais on voit qu'on ne multiplie pas par 2 la déformation. On multiplie par un autre chiffre. D'accord? Et enfin, quand on passe de 20 mètres par seconde à 40 mètres par seconde, c'est pareil, on passe de 32 cm d'une déformation à 128 cm de déformation. D'accord? Voilà. La dernière ligne ici, c'est la vitesse du projectile au carré. D'accord? Donc il faudra que vous le complétiez après, c'est dans les questions. Donc vous le reverrez dans les questions, cet exercice-là. Mais en gros, dans chacune des cases ici, il faut que vous écriviez la vitesse du projectile, donc qui est sur la ligne au-dessus, mais en la mettant au carré. D'accord? Par exemple, je vous fais un exemple. La vitesse du projectile lorsqu'il est à 0 mètre par seconde, et bien lorsque je mets sa vitesse au carré, ça fait 0 au carré. Ben 0 au carré, ça fait 0. Dans la case d'à côté, il faut que j'écrive la vitesse du projectile au carré, donc c'est 5 au carré, et 5 au carré, ça fait 5 fois 5, ça fait 25. D'accord? Donc là j'écris 25, etc., etc. Donc il faudra compléter cette ligne-là après. D'accord? Ensuite, troisième document, alors j'ai une petite vidéo à vous montrer avant de vous montrer le troisième document ici. Donc on a vu que la vitesse de l'objet, la vitesse du projectile, avait une importance sur l'énergie de l'objet, l'énergie du projectile. D'accord? Plus la vitesse est grande, et plus son énergie est grande. Mais c'est pas pour ça que si j'augmente 2 fois la vitesse, l'énergie sera 2 fois plus grande. Hein. D'accord? On vient de le dire, hein, attention. Mais qu'est-ce qui se passe si cette fois-ci, au lieu d'augmenter la vitesse, j'augmente la masse de l'objet? D'accord? Qu'est-ce qui se passe si au lieu d'augmenter la vitesse, j'augmente la masse de l'objet? Ben, vous allez le voir ici avec la vidéo que je vais vous montrer maintenant. Alors voici la vidéo. Donc dans cette vidéo là, vous allez voir des personnes qui jettent une boule de bowling dans un premier temps de 7 kg sur du verre trempé. D'accord? Vous voyez ici, hop, voilà, il a lâché la boule, pardon, le bowling, et elle s'écrase contre le verre trempé. Le verre trempé, c'est le verre qu'on utilise pour blinder les vitres des voitures. Voilà. Donc vous voyez qu'elle fait des dégâts lorsqu'elle arrive sur le verre trempé. Et cette fois-ci, il va lancer une boule d'Atlas, d'accord, qui pèse 100 kg. La boule de bowling pesait 7 kg, la boule d'Atlas pèse 100 kg. D'accord? Donc regardez le résultat. Voilà. Boule d'Atlas, vous voyez qu'elle traverse complètement le verre trempé. Okay? Donc si elle traverse complètement le verre trempé, ça veut dire qu'elle fait des dégâts beaucoup plus importants que la boule de bowling. Et donc si elle fait des dégâts beaucoup plus importants, ça veut dire qu'elle a beaucoup plus d'énergie cinétique que la boule de bowling. D'accord? Mais ce n'est pas pour autant que leur vitesse change. Comme les personnes, comme les deux youtubeurs là, ils ont lancé la boule de bowling et la boule d'Atlas de la même hauteur. Alors lorsque les deux boules vont toucher, vont impacter le verre trempé, elles vont l'impacter avec la même vitesse. D'accord? D'ailleurs vous pouvez le voir à la fin de la vidéo. Voilà, ici, il lâche en même temps. Alors c'est un montage. Hein. Voilà. Les deux boules touchent en même temps le verre trempé, donc ça veut dire que le temps de chute est le même pour la boule de bowling et pour la boule d'Atlas, donc elles ont la même vitesse lorsqu'elles impactent le verre trempé. Donc elles ont la même vitesse, mais pourtant elles ne font pas les mêmes dégâts, donc ça veut dire qu'elles n'ont pas la même énergie lorsqu'elles viennent impacter le verre trempé. Et la seule différence qui change entre les deux boules, c'est bien entendu leur masse. Donc on voit bien que en changeant la masse des boules, l'énergie cinétique change. Si j'augmente la masse, alors l'énergie cinétique de la boule augmente aussi. D'accord? Voilà. Donc vous avez la petite expérience là, j'ai essayé de la redessiner, de la reschématiser dans le document 3 que vous avez ici. Donc on a 3 bonhommes qui lâchent chacun une boule ou une balle, on va dire ça comme ça. Et cette balle, la masse de cette balle augmente à chaque fois. Dans le premier cas, vous voyez que la masse de la balle est de 1 kg, dans le deuxième cas, elle est de 2 kg, et dans le troisième cas, elle est de 4 kg.
Puis lorsque la balle atterrit par terre ici, alors j'ai essayé de dessiner une sorte de toile, trampoline, enfin bref, j'ai très mal dessiné, mais bon, c'est pas très grave. Il faut simplement que vous compreniez que lorsque la boule arrive à ce niveau-là, elle va s'enfoncer dans cette toile, et bien entendu, elle va s'enfoncer beaucoup plus profondément qu'elle a d'énergie. Hein, vous comprenez bien que si la première balle ne s'enfonce pas énormément, elle ne s'enfonce que d'une profondeur de 10 cm, c'est écrit ici, P1 égale 10 cm. Donc si elle s'enfonce que de 10 cm alors que la balle P2 s'enfonce de 20 cm, c'est bien que la balle 1 a moins d'énergie que la balle numéro 2. D'accord? Et que la balle numéro 3 aussi. Vous remarquez aussi qu'à chaque fois je multiplie par 2 la masse. Lorsque je passe de la première balle à la deuxième balle, je multiplie par 2, je passe de 1 kg à 2 kg. Lorsque je passe de la deuxième balle à la troisième balle, je multiplie aussi par 2, je passe de 2 kg à 4 kg. D'accord? Je multiplie à chaque fois par 2 la masse. Voilà. D'accord? La petite phrase ici que j'ai oublié de lire, dans l'expérience illustrée ci-dessus, une personne lâche 3 balles de masse différentes d'une certaine hauteur. On mesure la profondeur de la déformation, P1, P2 ou P3. Donc P1 c'est pour profondeur 1, P2 pour profondeur 2, P3 pour profondeur 3, vous avez compris, formée dans les 3 cas. Voilà. D'accord? Donc on voit que la masse a une importance aussi dans l'énergie d'un objet. Plus la masse d'un objet est grande, et plus il aura d'énergie cinétique. D'accord? Bon, après vous avez du papier millimétré sur lequel vous allez devoir dessiner un graphique, et puis les questions. Donc là ce sera à vous de travailler. Donc on va les lire ensemble rapidement. Donc première question, quel est le nom de l'énergie que possède un objet en mouvement? D'après le document 1, à quoi est due cette énergie? Bon, facile, vous lisez le document 1, vous le relisez, et puis vous aurez la réponse. Question 2, expliquez pourquoi dans l'expérience de l'orgue de Casadei, la déformation des tiges est liée à l'énergie cinétique du projectile. Donc ça aussi, vous relisez le document 2, et vous allez très facilement trouver la réponse. Document 3, dans l'expérience toujours de l'orgue de Casadei, comment évolue l'énergie cinétique du projectile lorsque sa vitesse est multipliée par 2, puis multipliée par 4, puis multipliée par 8. D'accord? Donc si je reprends le document 2 de l'orgue de Casadei, vous voyez que lorsque je passe de 5 mètres par seconde à 10 mètres par seconde, je multiplie la vitesse par 2. Donc de combien est multipliée l'énergie cinétique du projectile, d'accord, qu'on voit grâce à la déformation du tube. Quand je multiplie la vitesse du projectile par 4, c'est-à-dire lorsque je passe de 5 à 20 mètres par seconde, de combien est multipliée l'énergie cinétique du projectile. Et enfin, lorsque je multiplie par 4, par 8, pardon, excusez-moi, lorsque je multiplie par 8 la vitesse, pardon, oulala, c'est compliqué. Lorsque je multiplie par 8 la vitesse du projectile, c'est-à-dire lorsque je passe de 5 mètres par seconde à 40 mètres par seconde, par combien est-ce que j'ai multiplié son énergie? D'accord? Je rappelle qu'on voit l'énergie cinétique du projectile grâce à la déformation du tube, qui reçoit l'impact du projectile. D'accord? Voilà. Question numéro 4, complète la troisième ligne du tableau dans le document 3 en calculant le carré de chacune des vitesses du projectile. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La troisième ligne du tableau ici, il faut la compléter en mettant la valeur du dessus au carré. D'accord, voilà. Et ensuite, question 5, entoure le bon mot en gras pour rendre la phrase suivante correcte. Donc l'énergie cinétique d'un objet est proportionnelle à la vitesse de l'objet ou à la vitesse de l'objet au carré. Donc ça, vous aurez la réponse qu'en ayant complété la troisième ligne du tableau, du document 3. Question 6. Dans l'expérience du document 3, les trois sphères ont-elles... le document 2, pardon, je les ai dit document 3, pour la question 5 c'est le document 2. Question 6. Dans l'expérience du document 3, les trois sphères ont-elles toutes la même vitesse lorsqu'elles rentrent en contact avec le sol? On a déjà donné la réponse, mais il faut justifier votre réponse. D'accord? Pourquoi est-ce que... Si oui, si elles ont la même vitesse, pourquoi est-ce qu'elles ont... Comment est-ce qu'on le voit? Comment est-ce qu'on voit qu'elles ont toutes les trois la même vitesse? D'ailleurs dans le document 3, vous pouvez le voir, on a déjà vu des chronophotographies. D'accord? On sait comment une chronophotographie ça fonctionne. Donc là vous avez des chronophotographies de trois boules. Donc vous pouvez voir qu'elles ont la même vitesse. Mais il faut justifier bien entendu pourquoi. Je viens de dire la réponse. Bref, peu importe. 8, question 8. Tracez le graphique représentant la profondeur du trou en fonction de la masse de la sphère directement sur le papier millimétré du document 3. Donc le papier millimétré il est là. Donc ce que je vous demande de tracer c'est la profondeur du trou, c'est-à-dire P1, P2, P3 là. D'accord? En fonction de la masse des balles, c'est-à-dire M1, M2, M3. Donc profondeur des trous en ordonnée, en fonction de la masse des balles en abscisse. Là je vous aide beaucoup. Hein. D'accord? Donc vous tracez le graphique qui correspond à la profondeur des trous en fonction de la masse des balles. Ou des sphères. Enfin moi je les appelle des sphères dans la question.
Question 8. Je viens de la lire, c'est bon. Question 9. Comment évolue l'énergie cinétique de la sphère lorsque sa masse est multipliée par 2 et lorsque sa masse est multipliée par 4? D'accord? Donc en gros, quand je passe de la balle 1 à la balle 2, comment évolue son énergie cinétique? Quand je multiplie par 2 la masse d'un objet, est-ce que ça multiplie par 2 aussi son énergie cinétique? Ou est-ce que quand je multiplie par 4 la masse d'un objet, c'est-à-dire lorsque je passe de 1 kg à 4 kg, est-ce que ça multiplie aussi par 4 son énergie cinétique? Donc ça, c'est à vous de répondre, et à vous de justifier. D'accord? Question 10. Parmi les formules mathématiques suivantes, entoure celle qui permet de calculer l'énergie cinétique d'un objet en mouvement. Donc vous avez 4 formules. EC égale 1 demi désolé. EC égale 1 demi fois m fois v. EC égale 1 demi fois m au carré fois v. EC égale 1 demi fois m fois v au carré. Et la dernière, EC égale 1 demi fois m carré fois v carré. D'accord? Le m, ça correspond à la masse de l'objet. Et le v, ça correspond à la vitesse de l'objet. Et EC, là, pardon, j'ai oublié de le dire, EC, c'est énergie cinétique. Donc on a vu que l'énergie cinétique dépendait de la vitesse et qu'elle dépendait de la masse. C'est pour ça que dans chacune des formules, vous avez la vitesse et la masse. Mais la question, c'est de comment va dépendre l'énergie cinétique de la masse et de la vitesse. Est-ce que l'énergie cinétique dépend simplement de la masse fois de la vitesse, ou est-ce qu'elle dépend simplement de la masse au carré fois la vitesse, ou est-ce qu'elle dépend de la masse fois la vitesse au carré, ou est-ce qu'elle dépend de la masse au carré fois la vitesse au carré. D'accord? Le 1,5 qui est devant à chaque fois, c'est pas très grave, de toute façon vous l'avez devant à chaque fois, il change pas, donc c'est pas ça qui va vous indiquer quelle sera la bonne formule. Le 1,5 est simplement là pour une question de conservation de l'énergie. Enfin, peu importe, c'est pas très grave, je vais pas l'expliquer ici. Voilà. Donc, entourez la bonne formule. Avec tout ce qu'on a vu avant, avec toutes les questions auxquelles vous avez répondu, vous êtes capable normalement d'entourer la bonne formule à la question 10. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose sur l'activité ou sur le cours qu'on vient de dénoncer là. Et puis voilà. Et puis on se retrouve pour la correction de cette activité là la fois prochaine. Voilà. Allez, bon courage et bon travail.